Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous démarrons aujourd'hui notre 12e Delville Academy. Alors, certains d'entre vous nous connaissent, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, quelques mots sur Delville Management, donc cabinet de management de transition pure player. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs. Nous sommes présents à Paris, à Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich. Nous avons un club de dirigeants, le club Delville, et ces cadres dirigeants viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers donc la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin, comme Morgan, qui est bien évidemment membre du club Delville, cofondateur de Impact, la banque d'affaires des entrepreneurs à impact. Appréhender efficacement les opérations de croissance externe, à quelle fin sont-elles utiles? Quand y avoir recours? Comment mobiliser ces équipes? Par quels moyens financiers? Et de quelle façon apprécier leur retour sur investissement? Voilà, donc pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Comme je te laisse donc la parole. Merci beaucoup Delphine. Donc, bonjour à tous. Merci de cette introduction et de ces quelques minutes, de l'opportunité de passer ensemble ces quelques minutes autour d'un sujet qui est à la fois un sujet de croissance, un sujet d'ambition, un sujet de chef d'entreprise entrepreneurial et aussi un sujet un petit peu actionnarial. Je parle des opérations de croissance externe. Je vais peut-être rapidement me présenter et puis après dérouler une présentation en trois parties. Une première partie qui nous permettra de descendre les éléments de contexte à considérer dans des opérations de croissance externe. Une seconde partie qui sera plus à viser processus, parce que pour réussir une opération de croissance externe, il faut avoir un processus tout aussi bien timé que défini. Et enfin, une dernière partie sur les termes et les conditions à négocier pour mieux protéger l'acquéreur. L'idée directrice de cette présentation est de vous expliquer comment, pas à pas et de façon ordonnée, on peut faire d'une opération de croissance externe une réussite. Et par là, pour rester positif, je ne prendrai pas le côté négatif, mais par là, vous verrez qu'en miroir, si on ne le fait pas, on peut se retrouver comme 70% des cas dans une opération qui, in fine, n'aura pas créé de valeur. Comme disait Delphine, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de commentaires et j'essaierai d'y répondre ensuite. Donc, être ou ne pas faire. On parle d'une opération de croissance externe, on parle d'une opération qui va vous amener à l'acquisition d'une société, mais in fine, c'est aussi et surtout une affaire d'hommes et de femmes, et donc d'abord vous. Donc, selon nous, selon nos expériences, il y a peut-être quatre qualités à avoir quand on appréhende une opération de croissance externe. La première, c'est d'être optimiste. On peut penser que au moment de racheter une société, il vaut mieux la racheter quand on est à un point bas, quand elle est à un point bas, pour essayer de faire une bonne affaire sur le prix. Le problème, c'est que si la cible que vous regardez est à un point bas de son marché, il y a fort à parier que vous aussi, vous êtes dans une situation plutôt trouble. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment d'acquérir des sociétés quand les situations de marché sont tendues. Et c'est ce qu'on a vu en 2023. En 2023, j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de prospects qui disaient, bon, bah là, c'est peut-être le moment que je rachète une ou deux sociétés dans mon écosystème parce que bah, certaines souffrent. On a vu que non, le marché du MNS est contracté en 2023 de moitié par rapport à 2022. Donc faites attention, il faut d'abord être optimiste pour sa propre société avant d'aller essayer de rendre optimiste une cible de croissance externe. Ensuite, il faut être conscient. C'est ce que je vous disais, il faut être conscient. 70% des opérations de croissance externe ne sont pas créatrices de valeur. Il ne faut pas être conscient qu'il ne faut pas le faire, du coup, parce qu'il y a quand même 30% des opérations qui sont créatrices de valeur, mais il faut faire attention, il faut bien se préparer, il faut bien s'organiser, il faut que le processus soit bien cadré, timé, pour vous donner au fur et à mesure la conviction que cette cible est la bonne et qu'il faut faire l'opération. Et il faut aussi intégrer
et prévoir l'intégration le plus tôt possible dans le processus, car les synergies ne se réalisent pas toutes seules et on verra comment les garantir qu'elles se mettent en place le plus rapidement possible. Ensuite, être patient. Un processus d'acquisition prend 6 mois en moyenne entre la préparation et le closing. Et ensuite, c'est là que tout débute. Du closing jusqu'à la pleine intégration de la cible, ça prend 2 ans. Donc, il faut être patient et pas attendre tout de suite un retour sur investissement. Et enfin, être ambitieux, parce qu'une opération de croissance externe va emmener toute votre organisation dans une trajectoire de croissance qui est supérieure en rythme et en taille à une croissance plus organique. Donc, il faut être ambitieux et il faut se préparer à un choc de croissance. Ensuite, une fois que vous êtes convaincu que vous, en tant que personne, homme, femme, chef d'entreprise, vous pouvez y aller, il faut voir dans quel cadre on veut y aller. Donc, qui peut le plus, peut le moins, sachant que l'inverse est aussi vrai. Donc là, au corollaire de cette présentation, on imagine, on a en tête 3 types d'opérations. La première, c'est l'acquisition d'au moins la majorité du capital. Donc, ça, c'est une première opération où vous allez vous porter acquéreur d'au moins la majorité du capital. Ça veut dire que vous aurez les rênes. Donc, vous pourrez bénéficier, mettre en place et bénéficier des synergies le plus vite possible. Vous aurez la main sur la gestion de l'entreprise, avec les risques évidemment que cela implique. Notre opération de croissance externe, c'est la fusion. Donc, vous fusionnez 2 entreprises pour n'en former qu'une. Et là, on s'attache et on regarde plus une opération autour de l'échange de titres. D'accord? Donc, sans sortie ou une sortie minimale de cash ou de recherche au financement. Et puis, la troisième opération de croissance externe que nous allons avoir en tête dans cette présentation, pardon, c'est la prise de participation. D'accord? Vous commencez minoritaire, vous mettez en place certaines choses avec le management et les actionnaires de la cible, et puis au fur et à mesure du temps, dans des conditions que vous aurez pré-négociées avant, vous allez vous porter acquéreur de plus en plus de titres pour, in fine, vous retrouver à la tête de la société. Donc ça a un avantage, c'est que vous apprenez à vous connaître, vous ne mettez pas à risque, vous ne vous mettez pas à risque entièrement dès le début. Ça a évidemment aussi peut-être un désavantage, c'est que vous pouvez être frustré parce que vous n'avez pas la main sur la gestion de l'entreprise et donc frustré de la rapidité d'exécution des synergies. Ensuite, à la poursuite du temps à ne pas perdre. Notre élément de contexte, c'est qu'une opération de croissance externe n'est pas la cause d'une stratégie, c'est la conséquence d'une stratégie. Avec le corollaire à tout ça, l'objectif ultime, c'est d'aller plus vite. C'est le time to market, c'est le fameux time to market. Donc, une opération de croissance externe vous permet de croître plus vite, et d'accélérer. Mais il ne faut pas accélérer non plus dans n'importe quelle direction. Il faut savoir où est-ce qu'on veut accélérer. Et donc, on dénombre d'expériences 7 grandes raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise réalisent des opérations de croissance externe. La première, c'est l'accès à de nouveaux marchés. Donc, c'est généralement s'étendre géographiquement. Vous êtes peut-être à la tête d'une BU ou d'une société très locale, régionale, nationale. Vous allez avoir envie de vous étendre à la région d'à côté, au pays d'à côté, au continent d'à côté. Une opération de croissance externe peut vous permettre très vite de prendre pied dans la géographie visée. La diversification aussi est une justification stratégique à une opération de croissance externe. L'optimisation fiscale, alors là, on parle plus peut-être pour les grands groupes, mais pas que. Mais pas que. L'optimisation fiscale peut être aussi pour la chef d'entreprise une raison stratégique d'opération de croissance externe, puisque évidemment, et ce qu'on voit aussi, et ce que nos clients nous demandent de challenger, c'est le déficit reportable, le fameux déficit reportable. On peut aller acheter des sociétés qui nous permettent de bénéficier comme ça d'économies d'impôts. L'élimination d'un concurrent, peut-être rester 2 minutes là-dessus. Pour moi, je ne conseille jamais, quand j'ai un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit, voilà, pas forcément besoin de croître, mais voilà, j'aimerais voilà, acquérir mon concurrent parce que ça me permet de l'éliminer.
faut bien faire attention parce que là, on est peut-être plus dans l'affect, plus dans l'humain. Et l'humain, il est important quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de chef d'entreprise, mais aussi il peut être mauvais guide quand on parle de portefeuille ou de choix économiques. Donc attention à chercher à acquérir un concurrent pour l'éliminer. Il faut qu'il y ait une justification stratégique et opérationnelle derrière. Prise de part de marché, évidemment, sur votre marché d'origine, votre marché principal. Acquérir vous permet de gagner des parts de marché rapidement, des économies d'échelle également, et puis le renforcement des compétences et des ressources, puisque dans certains marchés, à la fois très technologiques ou un peu au recrutement un peu tendu, vous pouvez avoir la tentation et la justification stratégique d'aller chercher des équipes sur des compétences très pointues. J'ai été à un moment donné dans les équipes de corporate development d'Areva TND, qui est une société, qui était une filiale du groupe Areva, et on faisait des équipements de transmission et de distribution d'électricité, des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde entier. Et à un moment donné, mon président m'a dit, il faut que vous alliez chercher aux États-Unis un bureau d'études très spécialisé sur une techno. Et on a pris du temps pour racheter un bureau d'études, donc des ingénieurs qui réalisaient 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire, vous voyez, Areva TND, 6 milliards, 5 millions de dollars pour acheter des ingénieurs. On se dit, mais pourquoi ne pas les recruter? On s'est rendu compte que le recrutement était difficile, ça allait être plus long, et donc on s'est porté acquéreur de la société. Donc là, c'est une justification aussi à une opération de croissance externe. Mais l'enfer, j'ai cherché beaucoup un titre. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les meilleures intentions du monde, les justifications stratégiques les meilleures auprès de vos actionnaires, auprès de vos co-actionnaires, auprès de votre manager, sur réaliser une stratégie de croissance externe. Il faut faire attention parce que certaines choses vont vous mener vers les 70%, certains points vont vous mener vers les 70% de la non-création de valeur par une opération de croissance externe. Donc, j'ai essayé ici de vous synthétiser les principales raisons pour lesquelles une opération n'a pas porté ses fruits. Première, et si ce n'est la principale, c'est la mauvaise intégration. Souvent, on a tendance à se dire, à réfléchir plutôt en stand-alone. On regarde la cible en stand-alone en se disant, voilà, on va regarder, analyser, auditer, négocier avec des gens dans leur périmètre actuel. Et donc, on se concentre là-dessus et du coup, on va se projeter une fois que tous les signaux seront au vert, on va se projeter au à l'intégration de la cible. Et j'ai envie de dire que ce sera déjà trop tard. Déjà trop tard parce que il faut très vite anticiper le périmètre actuel de la cible dans le périmètre global, parce que c'est tout aussi important, si vous voulez, que négocier un prix, négocier une garantie d'actifs passifs, négocier la reconduction d'un contrat, d'un contrat qui représente un pourcentage important du chiffre d'affaires de la cible. C'est tout aussi important de se dire, voilà, la bonne intégration, c'est comme le prix, c'est comme les audits, c'est comme la fiscalité et l'URSSAF, c'est important. Donc, il faut le prendre au moment des audits. Il faut proposer, il faut organiser des workshops au moment des audits. Ça, ce sera un de mes principaux conseils. La perte d'identité, la perte de réputation, ça, ce sont des choses. Donc, la perte d'identité, c'est que vous avez créé, vous êtes à la tête d'une entreprise ou d'une BU, où on vous confie une BU avec une culture particulière, proposer ou guider l'activité pour laquelle que vous dirigez, pardon, vers une acquisition. Il faut bien faire attention à ce que cette acquisition, avec sa culture, cette société avec sa culture, avec son ADN, avec son projet, ne vous fasse pas perdre l'identité de vos équipes ou alors la réputation. Ça, c'est facile. Tout ça se prévoit aussi, se regarde, s'apprécie. Il faut l'avoir en tête quand même tout au long du processus. La perte de compétences, vous pouvez avoir des gens dans votre équipe, dans vos équipes ne sont pas convaincus et qui se disent non, c'est pas pour moi, donc je vais m'en aller. Et puis la perte de compétences aussi des gens en face.
de l'équipe de management que vous allez intégrer. Donc là aussi, bien les embarquer très tôt dans le processus. Les risques réglementaires et légaux, vous avez des avocats, ce que je ne suis pas, mais ça, ce sont aussi des risques à assesser le plus tôt possible dans le processus. La surestimation de la cible, c'est le prix à payer. Le prix à payer, il est issu d'une négociation, on en parlera tout à l'heure. Il va être le pivot du retour sur investissement que vous allez viser. Donc évidemment, rentrer trop haut, trop fort, à un prix trop important dans une cible, quel que soit son intérêt stratégique, peut mettre à mal le retour sur investissement et donc la création de valeur derrière. Même si la portée est industrielle, la portée est opérationnelle sur une acquisition, pas forcément un fonds d'investissement. Il n'y a pas que les fonds d'investissement qui regardent les retours sur investissement. Donc regardez bien et faites attention à la surestimation de la cible pour éviter de, de détruire de la valeur. Et enfin, la faiblesse des synergies. On parlait tout à l'heure d'optimisme, on parlait tout à l'heure d'ambition, ne pas trop l'être. Ne pas trop l'être, c'est-à-dire être capable, soit vous-même, soit par vos équipes, de prendre un peu de recul à un moment donné et de dire, voilà, est-ce qu'on ne voit pas plus de synergie que ce que le mariage des deux peut nous permettre? Donc voilà pour cette première partie. Abordons maintenant les points importants à considérer dans le processus. Je suis pas habitué à parler autant, mais le jeu veut que soit très professoral. J'espère que vous suivez, tout simplement. Donc, le processus. Donc, conduire une opération de croissance externe, c'est une course de fond qui est déjà à mener jusqu'à la ligne de départ qui, pour nous, est le closing. Enfin, pour nous, en tant que banque d'affaires, c'est parfois la fin de la relation avec nos clients, mais bon, comme on est là et on se projette avec nos clients et aux côtés de nos clients, le closing est en fait le début de la réalisation de la croissance externe. Mais déjà, pour aller jusqu'au closing, c'est une course de fond. Donc, on a synthétisé cela en 8 étapes. La première, c'est la validation stratégique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Réaliser une opération de croissance externe est une conséquence d'une stratégie et non pas une cause. D'accord? Donc, c'est très important que vous vous embarquiez et que vous embarquiez votre équipe, votre BU, votre société dans ce projet, dans ce processus. Hein. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui s'appréhende. Au risque d'aller trop vite, ou au risque de se tromper, ou au risque d'avoir fait l'économie d'une question qu'on aurait dû se poser et qu'on va se poser peut-être trop tard, et donc en ayant perdu au mieux du temps, au pire de l'argent des points de croissance. La deuxième étape, l'identification de la cible, très important, hein, et on y reviendra après, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé cette stratégie, c'est quel est l'outil, donc quelle est la cible qui va me permettre d'atteindre mon objectif stratégique. La troisième, c'est l'analyse préliminaire qui, dans son objectif, sera de vous mener avec l'acquéreur à la contre-signature d'une offre indicative, d'accord, dans laquelle vous vous exprimerez, où l'acquéreur exprimera l'intérêt qu'il a dans cette société, le prix et le processus qui va lui permettre de valider son prix. On passe aux audits d'acquisition. On y reviendra aussi. Les audits d'acquisition, c'est l'analyse de tous les champs qu'est une entreprise, de son activité, à son modèle économique, à son prix, à ses aspects juridiques, fiscaux et RH. Donc voilà. Donc c'est analyser le passé pour mieux anticiper et se protéger de l'avenir, qui découlera sur une offre ferme et qui va vous permettre de passer à la phase de la négociation juridique. Donc là, c'est l'acte juridique, le contrat d'affaires qui va sceller la relation. Delphine, fais-moi un petit signe si je suis trop long. Mais si tout va bien, j'en suis ravi. Donc, bien choisir sa cible. Bien choisir sa cible. On a essayé de vous synthétiser là à nouveau 8 points saillants, importants qu'il faut pour identifier une cible. Et ces points, ils sont valables
au début, mais nous, ce qu'on conseille et ce qu'on voit dans les opérations d'accompagnement de croissance externe que l'on a, et nous en avons deux actuellement, donc c'est une méthodologie que nous appliquons quotidiennement, mais ça marche aussi quand on accompagne à la session, hein. Ces 8 points, ils doivent être une espèce de fil rouge tout au long du processus pour que vous soyez sûr en tant que chef d'entreprise que la cible est toujours dans la plaque. On vous a dit, hein, c'est quand même 6 mois, 8 mois en moyenne le processus. Donc il peut se passer beaucoup de choses, surtout en ce moment, pendant 8 mois, dans nos entreprises et autour de nos entreprises. Donc ces points-là, ces 8 points-là, il faut que, voilà, tel un fil rouge, vous soyez capable de vous poser ou de faire vos équipes se poser sur leur bonne appréhension et que vous soyez toujours en ligne. C'est évidemment la complémentarité, hein, on parlait de culture, donc la vision d'entreprise que vous devez partager avec la cible. Évidemment, des produits et des services complémentaires, que ce soit verticalement ou horizontalement, hein. On n'est pas en train de parler forcément de MeToo, il faut que ce soit complémentaire. Le potentiel de croissance, n'allez pas où c'est plus difficile, plutôt, restons optimistes, c'est plus difficile d'aller acquérir une société qui décroît et en se disant, mais moi, je vais faire mieux que le chef d'entreprise. Il faut que le potentiel de croissance, il soit là dès la réalisation de l'opération. On va parler du prix et de sa structuration. Le prix va être fondé sur un business plan et le business plan, il est day one. Et donc, si on a déjà un dérapage à partir du day one, le retour sur investissement, il est plus incertain. Donc, on conseille d'aller chercher des sites de croissance externe dont la réalisation de synergie, de l'accélération est possible dès le début. Opportunité d'innovation, parler d'un périmètre acquis, un périmètre actuel, aussi bien pour l'acquéreur que pour la cible. Il faut que les deux, effectivement, créent de la part de marché, mais aussi qu'il y ait un potentiel de croissance d'innovation. Ensuite, la santé financière, je ne saurais trop vous conseiller, à part évidemment, c'est très générique ce que je vous dis là, hein. Je suis conscient que peut-être que pour certains, la réalité de leur positionnement, le restructuring aussi, là, je le vise, ça ne fait pas mouche, j'en suis désolé, mais voilà, en général, il faut que la santé financière de la société soit bonne, la rentabilité soit avérée, ou alors dans le cas d'opérations de restructuring, la rentabilité soit rapidement atteignable. J'ai accompagné très récemment, j'ai essayé d'accompagner le fondateur de Cityscoot à la reprise de la société à la barre. Donc voilà, on a beaucoup travaillé. On a travaillé avec des investisseurs sur justement cette capacité de Cityscoot qui était un modèle vertueux en termes de chiffre d'affaires, moins en termes de rentabilité, et d'essayer d'expliquer, de travailler autour d'une rentabilité qu'on pouvait avoir rapidement. Donc, je suis conscient que la rentabilité avérée n'est pas systématique, mais en tous les cas, il faut qu'elle soit au pire, très rapidement atteignable. Un endettement limité, vous allez rajouter de la dette, parfois vous allez financer l'opération de croissance externe par une dette supplémentaire. Il faut évidemment que la cible et le mariage des deux est une structure d'endettement qui ne vous empêche pas de dormir la nuit en tant que chef d'entreprise avec un business plan qui parfois pourrait être un petit peu erratique. Donc je ne saurais trop vous conseiller de faire des opérations là aussi avec un endettement équilibré. La position concurrentielle, et évidemment, la cible, attachez-vous à acheter une cible avec des barrières à l'entrée fortes, des avantages concurrentiels durables. Il ne s'agit pas d'essayer d'aller acquérir, et ça nous est arrivé, une technologie qui très vite va être passée de mode ou alors une opération de croissance externe qui serait justifié par un besoin très ponctuel d'une compétence. Et ensuite, donc on va acquérir une équipe, on va acquérir une techno très ponctuellement. Et ensuite, le besoin est moindre. Et donc là, évidemment, la création de valeur est, est- est sujette à caution. L'adéquation culturelle, j'y reviendrai pas, mais c'est enfin, j'y reviendrai pas parce que c'est très important, parce que c'est très important et je l'ai dit et je le répéterai. Les ressources humaines, des équipes compétentes et motivées,
Là, on revient aussi là-dessus à éviter la fuite des talents, hein, au moment de l'intégration. Donc, onboarder, comme on dit, les équipes le plus tôt possible. Expliquer aussi à vos équipes le bien fondé de ces opérations et essayer de faire jouer les complémentarités à plein. Le prix, les conditions, il faut évidemment que la valorisation soit cohérente, non seulement avec l'appétence que vous avez pour la cible et le service qu'elle va avoir pour votre stratégie, mais aussi avec la maturité et la situation de la cible, hein. Ne vous laissez pas embarquer par des processus intermédiaires trop agressifs ou c'est ce qu'on disait, des synergies sur PowerPoint très intéressantes, mais qui dans la réalité sont difficiles. Et enfin, les aspects réglementaires, et là aussi, travaillez bien avec vos avocats. Donc voilà les 8 points sur le choix de la cible, donc dans le choix et dans sa validation tout au long du processus. Je pense que c'est très important à garder en tête. Bien s'entourer. Une opération de croissance externe, c'est pas un one-woman show, c'est pas la marotte d'un chef d'entreprise, c'est une histoire d'équipe. Une histoire d'équipe parce que ça va nécessiter d'aller chercher des compétences que vous pouvez avoir par expérience, mais des compétences qui sont aussi des spécialités. D'accord? Donc, je ne saurais là aussi trop vous conseiller. Quand j'étais chez Areva, chez Nexity, ou alors dans les opérations que nous accompagnons, on a autour de la table des gens qui ont tous l'objectif de réaliser l'opération de croissance externe avec une spécialité spécifique en pensant que c'est leur prisme qui doit prévaloir sur le prisme des autres. Donc vous, votre rôle, ça va être d'être la chef d'orchestre de tout ça, en écoutant les uns, en prenant aussi chez les autres, en challengeant et en vérifiant bien que le rouage est le plus fluide possible. Donc évidemment, vous pouvez vous appuyer sur votre direction générale, votre équipe de management, aussi l'équipe de management de la cible, les avocats d'affaires. On voit trop, et j'insiste sur l'avocat d'affaires, hein, on voit trop d'opérations de croissance externe qui ont été dans les 70%, qui ont été négociées, qui ont été définies d'un point de vue juridique par les avocats qui n'ont pas cette spécialité. Donc des avocats qui parfois vont avoir une lecture peut-être un peu trop défensive ou une lecture un peu trop opérationnelle d'une opération de croissance externe. Et alors qu'il y a des pratiques de marché, il y a des réflexes, il y a des mécanismes que l'on peut mettre en place et qui, quand on ne le sait pas, peuvent faire peur, mais qui peuvent rendre une opération de croissance externe vertueuse. Ou à contrario, si on a fait peur, si on fait peur ou si on fait l'économie d'une certaine vision, peuvent la rendre destructrice de valeur. Le conseil financier, donc là c'est l'auditeur, hein, le cabinet de TS Transaction Services, comme on dit, ça va être votre meilleur allié au moment des audits. C'est lui qui va lever le drapeau rouge. Toujours essayer de. C'est pas parce qu'il y a un drapeau rouge qu'il ne faut pas essayer de lui changer la couleur. C'est un élément à prendre, tout autant qu'un drapeau vert, mais c'est un élément à prendre, un élément à travailler et qui peut, et on le verra après, rester rouge si vous arrivez à vous protéger ou à mieux vous protéger au moment des contrats et notamment de la garantie d'actifs passifs, donc le conseil financier, et là, quelqu'un qui va vous aider. Le conseil stratégique, on parle plutôt là des opérations un peu plus importantes, mais voilà, ça peut être intéressant. La banque d'affaires, qui va vous aider à mettre du rouge un petit peu partout. Donc voilà, donc cherchez à vous entourer des personnes, des compétences qui vont venir vous donner un éclaircissement sur leur spécialité, d'accord? Mais traitez-les avec parcimonie parce qu'une opération de croissance externe est protéiforme. D'accord? Il y a de l'humain, il y a du financier, il y a du juridique, mais il n'y a pas que de l'humain, il n'y a pas que du financier, il n'y a pas que du juridique. Donc, vous-même, dans votre rôle, prenez un peu de recul, parfois aussi challenger un peu vos équipes pour dire, voilà, tu as raison, mais par contre, écoute un petit peu l'avocat.
Tu as raison de dire que cette équipe est compétente et qu'il faut absolument garder, mais écoute aussi un petit peu le directeur financier qui va dire oui, mais ça coûte très cher son salaire, est-ce que vraiment son salaire est important? Donc voilà, essayer de travailler avec cette homogénéité, cette harmonie nécessaire. Euh, Bien financé. Alors, j'ai beaucoup parlé de stratégie, j'ai beaucoup parlé d'approche. On a fait un métier euh, qui est d'abord financier. Euh, la finance, c'est l'ennemi de ceux qui ne la comprennent pas. Par contre, c'est l'ami de ceux qui l'appréhendent de la meilleure des façons. Donc, quand on parle de croissance externe, de financement, je mettrai de côté l'autofinancement, hein, même si depuis quelques mois, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que le coût de la dette a fortement augmenté. Il y a en gros deux familles, deux instruments, deux outils quand on parle de financement de croissance externe. Ce sont les outils dilutifs et les outils non dilutifs. Les outils dilutifs, c'est le capital, hein, on parle du capital, on parle d'une levée de fonds. Vous allez aller inviter à votre capital des business angels, tout dépend de la maturité de la société dans laquelle vous vous trouvez, des business angels, des fonds d'investissement, des fonds bancaires qui sont des fonds d'investissement mais attachés à des banques qui ont une culture un petit peu différente, des family office, hein, qui sont des structures plus intuitives personnelles, d'une fortune familiale ou entrepreneuriale qui a été faite et une volonté d'une personne de faire fructifier, d'apporter sa compétence à d'autres projets entrepreneuriaux. Donc voilà, donc vous allez inviter à votre capital des gens, ça a un coût. Ça a un coût, c'est le coût de la dilution. D'accord? Et nous, on aime à dire que bah, c'est le coût le plus important. En fait, dans les outils de financement, le capital, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Et parce que ça coûte des points. Ça coûte des points de capital. Et si tout se passe bien, si vous avez été bien accompagné, si vous avez bien appréhendé les opérations de croissance externe, la sortie de vos actionnaires va se faire sur un prix supérieur à leur entrée et donc voilà, c'est quelque chose qui va vous coûter fois 2, fois 3, en fonction de ce que vous aurez réussi à négocier à l'entrée. Donc voilà, donc regardez évidemment le coût, la levée de fonds avec cet œil-là en vous disant, voilà, c'est de la dilution. Donc oui, c'est le patrimoine. Euh, Professionnels, soit de mes actionnaires pour lesquels j'exerce une mission. Donc là, vous allez avoir un rôle de conseil. Soit c'est vous aussi votre propre patrimoine professionnel. Donc regardez le capital effectivement comme un outil très intéressant puisqu'il permet d'éviter d'avoir une structure d'endettement trop lourde et donc du coup d'être un peu plus libre en cas de business plan un peu plus tendu, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. Un autre outil que l'on met voilà, que le pratique du marché met dans le dilutif, mais il est pas dilutif systématiquement, c'est ce qu'on appelle le quasi-capital. Généralement, ce sont les obligations convertibles. Deux coûts là-dessus, le taux d'intérêt, d'accord, et le taux de non-conversion. C'est-à-dire que vous allez avoir des investisseurs qui vont dire, bon, bah, on vous prête de l'argent. Si vous n'atteignez pas, nous, soit notre objectif de rendement, soit l'objectif de valorisation à la sortie, eh ben, on va transformer, on va convertir l'argent qu'on vous aura prêté en capital à la valeur d'entrée. D'accord? Donc, bon, c'est comme si vous étiez euh, c'est comme si vous les avez fait rentrer au capital dès le début. Mais par contre, si nous ne souhaitons pas convertir ou alors si on peut faire notre rendement, vous allez nous payer une prime de non-conversion. Donc voilà. Donc j'ai mis des chiffres qui sont ce qu'on voit. Évidemment, c'est tout ça est sujet à réalité de marché, hein. C'est comme la valorisation d'une société. C'est le marché qui parle. Mais en gros, on parle d'un coût de financement autour de 10, 12, 14% parfois entre le paiement des taux d'intérêt et de la prime de non-conversion sur une maturité de 6 à 8 ans.
Enfin, les outils non dilutifs, en fonction de leur seniorité, on parle de dette senior, c'est une dette bancaire assez classique, de coût 3 à 5 en ce moment. J'ai vu du 3, j'ai vu du 5, j'ai vu aussi au-dessus. Mais voilà, travaillons intellectuellement autour de 3 à 5 sur la dette senior, sur une maturité classique que vous connaissez. Et là, vous allez travailler, interroger les banquiers opérationnels qui vont parfois, en fonction de la complexité de l'objet, vous mettre en relation avec des équipes de financement structuré. Et la dette mezzanine, donc là, on est encore dans dans la finance un peu inventive, entre la dette senior et les capitaux propres. C'est une dette, mais beaucoup plus flexible qu'une dette senior, mais beaucoup moins intrusive et chère qu'un instrument dilutif. Et donc là, c'est une maturité de 5 à 10 ans avec des remboursements in fine, des amortissements différés. Évidemment, tout ça a un prix un peu supérieur, mais l'agilité, la légèreté, il faut bien que s'y retrouver. Donc voilà pour les instruments dilutifs, non dilutifs. À nouveau, posez vos questions. Vraiment, hein, j'ai en tête, et c'est pour ça que parfois je bafouille, mais j'ai en tête 1000 choses que je voudrais vous dire, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et à côté de ça, il y a des outils pour ceux qui ne sont pas riches. C'est l'échange de titres. Vous pouvez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fusion, hein, l'échange de titres. Très intéressant. Évidemment, deux points à présenter. Quand on échange des titres, ben, ça veut dire qu'on va avoir le manager ou les créateurs, les fondateurs, les actionnaires de la cible ben, euh, au capital, que ce soit d'une autre, soit de la société que vous accompagnez. Donc là aussi, dans votre position de manager de transition, appréhendez bien cette notion de conseil que vous devez avoir en disant, voilà, on ne se finance pas à l'extérieur, mais par contre, attention, vous aurez quelqu'un. Et puis aussi, ça nécessite une valorisation de la société, hein, conversion, échange de type. Donc, on échange 1 pour 1 pour 2, 0,1 pour 12. Donc, voilà, donc ça rajoute une négociation, ça rajoute de la bande passante. Et ensuite, le crédit vendeur, vous êtes peut-être et sûrement tumier de cette terminologie, c'est de dire, bon, ben voilà, on s'entend sur une valorisation, on s'entend sur un schéma, on s'entend sur une sortie. On ne va pas ou on ne peut pas régler tout de suite. Donc, permettez que on acquiert vos titres au fur et à mesure du temps. Donc, vous laissez, vous, vendeur, l'argent dans la société, on vous paye un intérêt et on vous paiera au fur et à mesure à différencier d'un complément de prix, hein. Le crédit vendeur n'est pas un complément de prix, hein. Le crédit vendeur est juste une ligne. Mais imaginez que c'est vous demandez au vendeur d'être l'avant. Donc voilà pour les outils de financement. Qu'est-ce qu'on négocie maintenant? On a parlé de vous-même, on a parlé des raisons qui font l'intérêt d'une opération de croissance externe, on a parlé des raisons qui doivent vous alerter ou que vous devez avoir en tête pour que l'opération de croissance externe soit créatrice de valeur. On a parlé du processus. On a assez peu parlé de négociation. Il y a deux choses essentielles à négocier d'expérience. Le premier, c'est le prix. Le prix, ça va être, quoi qu'on en dise, le déclencheur d'une validation ou pas d'une opération de croissance externe. Le vendeur va vous dire, mon expert comptable m'a dit que, il va vous dire, voilà, j'ai un ami qui a vendu sa société 14 fois l'EBITDA et pourtant il était plus petit que moi. Tout ça est normal. Il va vous dire, ça, tout ça est normal. Mais par contre, il faut donc rationaliser le prix, la valorisation de la société. Il faut la ramener. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les intérêts, d'accord? Les intérêts des uns et des autres pour trouver la juste valorisation. Et la juste valorisation, c'est la valorisation sur laquelle personne ne sera content. Ni le vendeur, parce qu'il dira, j'ai pas vendu assez cher, ni l'acquéreur, parce qu'il dira,
j'ai acheté trop cher. D'accord? Et donc là, vous pouvez vous dire si les gens font, mais ont l'impression d'avoir fait un pas trop important vers l'autre, là, c'est généralement le bon prix. La valorisation de l'acquéreur. L'acquéreur, il va regarder une société dans un périmètre historique, actuel. Il va se dire, j'ai envie d'acheter cette société parce que je vais y mettre des synergies, et ces synergies vont être créatrices de valeur. Mais ces synergies, c'est moi qui vais les mettre en place, c'est moi qui vais prendre le risque, c'est moi qui vais les financer. Donc, il n'y a aucune raison que dans mon prix, je considère payer les synergies qui vont être de mon propre ressort. D'accord? Donc ça, c'est la valorisation acquéreur. Comment est-ce qu'on obtient cette valorisation dite acquéreur? C'est généralement c'est ce qu'on faisait chez Areva TND, c'est ce que j'ai fait aussi chez Nexity quand j'étais au M&A de Nexity. C'est qu'on va regarder les transactions comparables, il y a un prix de marché qui est généralement un multiple en fonction de votre secteur d'activité. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être l'EBITDA. Voilà. Donc, on va prendre un multiple de marché et on va lui appliquer l'EBITDA ou en tous les cas le KPIs visé au moment de la réalisation de l'opération, ou alors si il y a eu des effets de marché et que on peut regarder la moyenne des 3 dernières années, mais en tous les cas, l'idée, prenons les l'EBITDA, hein, qui est généralement le solde intéressant, on va prendre le multiple de marché, l'EBITDA, et on va dire, voilà, moi, la valorisation de ta société, c'est ça. Et c'est celle pour laquelle, et c'est ROI, un retour sur investissement, ce que j'ai mis maximal, c'est que si jamais l'acquisition se fait sur une valorisation d'un EBITDA à l'instant T, c'est-à-dire vierge de toute synergie, hein, de toute création de valeur, bah, le ROI va être maximal parce qu'à chaque fois que vous allez rajouter du chiffre d'affaires, de la rentabilité, un client, des équipes, enfin voilà, vous allez créer de la valeur et donc là, vous aurez à la fin de la journée un ROI maximal. Donc ça, c'est la valorisation acquéreur. La valorisation euh, le vendeur, il dit, attends, ils sont sympas, ils viennent me voir, donc on a travaillé, les audits, on a tout fait et tout, ça veut dire qu'ils sont très intéressés, j'ai vu des avocats, j'ai vu des conseils, ils ont mis beaucoup de moyens, donc ils vont faire beaucoup d'argent avec moi, sans ma société, sans ce que j'ai fait, ils n'auraient pas autant de valeur, et donc je vais leur demander au maximum de m'acheter comme si eh ben, ils avaient déjà réalisé toutes les synergies. On va prendre l'analogie d'un appartement, hein, ça dépend dans quelle zone vous habitez, mais certaines personnes se disent, bah, je vends une ruine, mais la ruine, elle est dans un endroit où on va pouvoir créer un hôtel à côté d'un parc et d'un étang. Donc la personne qui veut le racheter, il veut faire un hôtel, et donc je vais lui vendre au prix de l'hôtel qui va fonctionner. C'est sans oublier que entre les deux, eh ben, il y a des synergies à mettre en place, il y a des coûts, et donc voilà. Pour l'acquéreur, se rapprocher de la valorisation vendeur, c'est évidemment minimiser le ROI. Pourquoi je passe un peu de temps là-dessus et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, ça fait moins mal à l'épaule d'enfoncer des portes ouvertes, mais je crois que c'est très important de travailler sur les intérêts. Parce qu'une fois que vous aurez eu cette discussion avec les vendeurs, une fois que les vendeurs auront, si vous vendez ou si vous accompagnez des actionnaires dans la session, une fois que vous aurez eu cette discussion en disant, je sais, quel est ton état d'esprit? Je sais ce que tu cherches. Mais sache aussi, moi, ce que je cherche. Où est mon intérêt? Et ben, vous allez vous retrouver avec une fourchette de valorisation et donc un prix à imaginer et à négocier qui sera tangible. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui sera donc dénué de tout. Mon expert comptable m'a dit, j'ai un copain qui, j'ai une copine qui, ma femme, mon mari. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, le prix, négociez-le toujours comme ça. Une valorisation standalone, un BP standalone, donc vous allez regarder, et le BP synergie, c'est le BP qui va vous permettre, excusez-moi, j'en parle maintenant, qui va vous permettre d'apprécier les synergies, donc de calculer votre retour sur investissement. Et ça doit être le prix maximum que vous êtes prêt à payer. Ensuite, la négociation entre les deux, c'est d'accepter plus ou moins de partager les synergies qui vont être créées par l'acquéreur, mais qu'il y a un partage plus ou moins important en fonction de l'appétence stratégique. Donc que vous soyez acquéreur, voilà, assesser l'intérêt, et là je reviens sur le bien choisir sa cible, hein, c'est important aussi dans la définition du prix et dans la négociation du prix. C'est-à-dire que tout ce qui est intérêt stratégique va se refléter dans le prix. Donc oh, bah, tous les signaux sont au vert, donc je suis prêt à rogner un peu sur ma marge d'acquisition
Et le vendeur, il se dit, bon, voilà, je suis prêt à accepter, je comprends ce qu'il veut me dire, et donc ça veut dire qu'il va bien accueillir mes équipes, ça veut dire, et donc voilà, donc je suis prêt aussi à accepter un prix qui sera peut-être un petit peu inférieur, mais en tous les cas, il m'a convaincu. Euh, Si vous êtes aussi dans le cas d'une société à vendre, le miroir fonctionne, allez voir donc des acquéreurs qui vont être stratégiquement très intéressé, puisque vous allez pouvoir vous rapprocher du rouge. Je ne sais pas dans quel sens ça se fait, mais du rouge. Donc aussi dans le choix des acquéreurs, allez voir des gens qui stratégiquement seront très intéressés. Donc décorréler ou alors corréler le prix, décorréler le prix de la finance, corréler-le aussi à un aspect stratégique. Et enfin, je terminerai par l'important, c'est mieux vaut prévenir qu'acquérir. C'est-à-dire que dans cette slide-là, il y aura tous les éléments de négociation, tous les éléments qui font la négociation, qui vont vous permettre de rester dans la frange 30% des opérations de croissance externe qui sont créatrices de valeur. Lors du processus et des audits, sur chacun des aspects d'une société, hein, vous retrouvez là les grands pans d'une organisation, qu'elle soit financière, juridique, fiscale, humaine, IT, l'écosystème. C'est de regarder et analyser l'historique euh, pour effectivement assesser la qualité de la cible. Hein, est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi? Est-ce que j'y retrouve bien? Est-ce que je comprends? Est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche? Est-ce que ça correspond à notre culture? Je parle notamment des aspects humains. Est-ce que ça correspond à nos pratiques? Je parle des aspects financiers ou fiscaux. Quand je travaillais chez Areva TND, on était allé voir au Brésil racheter une société et je m'étais rendu au Brésil. On s'était rendu compte avec notre conseil financier qui était EY qu'il y avait toute une partie, si vous voulez, de l'équipe qui était payée sur les dividendes des actionnaires. Ils n'étaient pas dans le payroll. Quand on est européen, on se dit waouh, 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 ça s'appelle, ça a un nom, hein, ça, c'est voilà les actionnaires qui payent sur leurs dividendes les ingénieurs, c'était de la R&D, les ingénieurs qui vont travailler dans la cible. Donc, EY nous a expliqué, sans nous convaincre, parce que j'ai conseillé que le drapeau était trop rouge pour le rendre orange, voire même vert. EY nous a expliqué qu'au Brésil, c'était une pratique courante, pas illégale, pratique courante. Donc voilà, mais nous, en tant que Areva TND et donc filiale du groupe Areva, on ne pouvait pas se permettre de telles pratiques. Donc voilà, donc vérifiez bien que les pratiques historiques vous correspondent, que les hommes vous correspondent, que les logiciels ERP sont facilement intégrables dans les sociétés dans lesquelles vous êtes, qui visent l'acquisition, que l'expert comptable est quelqu'un qui a bonne presse. Donc voilà, donc tout ça pour minimiser le risque de réputation ou le risque de destruction de valeur à un instant T, mais aussi, et ce sont ces audits-là qui vont vous permettre de définir des conditions suspensives, des ajustements au closing et des ajustements post-closing. Et donc là, on adresse dans les quelques secondes, enfin, j'espère, ou quelques minutes qui nous restent, j'espère qu'il nous en reste parce que sinon ça veut dire que j'ai été trop long, ce qui va venir vous protéger. Euh, tout ce dont j'ai parlé avant va venir vous éclairer. Là, on parle de l'éclairage qui va venir maintenant vous protéger. Les conditions suspensives, c'est évidemment l'obtention de financement. Hein. Donc vous dites, on avance, on avance, on avance, on avance, mais je veux toujours me garder une porte de sortie au cas où il se passe quelque chose. Le financement est généralement une porte de sortie assez évidente qui va vous permettre de sortir. Donc nous, nos clients, on leur dit, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on avance, et si tous les signaux continuent d'être au vert, ou s'il y a des rouges qui apparaissent mais qui sont pas trop rouges ou pas trop nombreux, encore moins nombreux que les verts, on peut avancer. La reconduite des contrats cadres ou importants, vous pouvez exiger que les acquéreurs, que les vendeurs, pardon, en tant qu'acquéreurs, vous pouvez accepter en tant que vendeur que l'acquéreur vous demande de reconduire des contrats importants, ça se fait, ça se voit.
Voilà, il faut être précautionneux. Parfois, c'est une clause même dans les contrats, mais faire attention avec son écosystème, et ça se fait, et c'est acceptable. La conservation des effectifs, euh, vous pouvez voilà, discuter avec certains des managers et en faire une condition suspensive. L'approbation de tiers, généralement, ça peut être aussi, et peut-être aussi enfin, surtout dans un asset deal, voilà, ouais. Vous avez des délais parfois légaux qui doivent être purgés pour pouvoir réaliser l'acquisition. Les ajustements au closing, le prix, valeur d'entreprise, valeur des titres, hein, alors, entre les deux, c'est la dette financière nette qui sera ajustée. Donc, c'est en gros la différence entre l'endettement financier de la société. J'exclus ici les dettes opérationnelles, mais l'endettement financier de la société, ce sont les dettes bancaires, de façon très synthétique, moins la trésorerie. La société donc se finance, donc ça nécessite un niveau de dette nette pour conduire la société telle que vous allez la reprendre, avec un niveau d'endettement normatif, donc voilà, qui fonctionne aussi avec le besoin en fonds de roulement. Il ne s'agit pas d'acheter une société où les vendeurs auront accéléré plus qu'historiquement le paiement des créances clients pour vous laisser un BFR de coût derrière à refinancer. Donc la dette nette et le besoin de fonds de roulement normatif fonctionnent ensemble. Donc voilà, donc c'est un ajustement que vous pouvez demander au closing, et donc là aussi à négocier, en fonction de l'activité, en fonction de la réalité, de la cyclicité de la société, puis aussi en fonction de l'appétence et de votre conviction dans la négociation. Mais voilà, nous vous conseillons d'intégrer dans la discussion et très vite dans la construction du prix un niveau de dette nette et besoin de fonds de roulement normatif pour éviter les fâcheries. Et puis l'EBITDA normatif, on a vu que l'EBITDA était le pivot généralement considéré, et pardon pour ceux pour lesquels l'activité considère d'autres métriques, mais bon, ça fonctionne aussi, c'est de normaliser l'EBITDA d'éléments en plus ou en moins qui viendraient affecter directement le prix. Donc c'est ça, c'est les négocier, et dans le cas d'un complément de prix, et ça, ce seront les ajustements post-closing. La normativité de l'EBITDA est importante, puisque dès le contrat de rachat d'actions, vous allez définir tous les éléments de normativité de l'EBITDA, d'accord, qui ont été considérés, mais qui vont aussi être considérés dans le calcul d'un complément de prix, parmi lesquels peut-être des management fees que le vendeur va dire, attends, tu auras les rênes de ma société, tu vas y appliquer des management fees. Moi, dans 2 ans, il faut que j'ai un EBITDA minimal, et donc tu auras tout intérêt. Si on n'a pas bien travaillé sur les intérêts, mais voilà, on essaie de construire des opérations et de conseiller des opérations où tout le monde se fait confiance. Tu auras tout intérêt à maximiser les management fees pour minimiser l'atteinte de mon EBITDA. Voilà, donc la normativité de l'EBITDA est définie très vite. Et la garantie d'actifs passifs, vous allez prendre les rênes, vous allez prendre les rênes, mettons-nous du côté de l'acquéreur, prendre les rênes d'une société pour lesquelles il peut y avoir des événements qui surviennent alors que vous n'étiez pas actionnaire, donc pour lesquels vous ne devez pas être responsable. D'accord? Ça peut être une URSSAF pas payée, une TVA pas réglée, ça peut être, dans les meilleurs des cas, ou un arriéré d'impôt, un arriéré de loyer et tout. Donc là, la garantie d'actifs passifs va vous permettre d'appeler auprès du vendeur une somme d'argent pour des faits dont vous ne seriez pas responsable, puisque vous n'étiez pas actionnaire, ou la société que vous accompagnez n'était pas, en tant que manager de transition, n'était pas actionnaire au moment de survenance. Donc voilà, donc ces aimants-là vous permettent, pardon, de vous protéger, et donc de rendre l'opération de croissance externe la plus lisible possible. Et à partir de là, closing, et il reste à mettre tout en place pour la rendre créatrice de valeur. Mais voilà, donc j'ai terminé. Je vais juste vous passer mon numéro de téléphone et mon adresse mail si j'aurais tout à l'heure pas répondu à toutes vos questions. Vous l'aurez bien compris, il y a du stratégique, il y a de l'humain, il y a du financier.
Tout ça doit travailler de façon cohérente ensemble pour que l'opération de croissance externe soit toujours dans les 30% de la création de valeur et pas dans les 70%, que je pense que bien préparé et bien orchestré, une opération de croissance externe est un accélérateur de la croissance. Merci beaucoup. Merci, Com. Alors, il y a des questions qui nous parviennent. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Il nous reste 5 minutes, mais bien évidemment, je vous invite à contacter Com sur son numéro de téléphone qui est affiché ou sur son mail. Voilà, il répondra avec grand plaisir. Alors, Nathalie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, la première étant comment valoriser une startup sans CA? Les méthodes dites classiques ne sont pas souvent pertinentes. C'est vrai. S'il y a pas de chiffre d'affaires, ben, il y a, donc voilà, pas de chiffre. Alors il y a plusieurs, on peut considérer plusieurs choses. La première, c'est bah, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a eu des coûts qui ont été financés par les entrepreneurs. Donc ça peut déjà donner une idée d'une valeur en disant voilà, moi, on a déployé X centaines de milliers d'euros pour arriver à ce point-là. Donc, moi, la valeur de la société, c'est au moins celle-là, hein, d'accord? Donc, ça donne un minimum. Ensuite, bah, la valorisation, bah, là, ça va être essentiellement une discussion, hein, une discussion et s'entendre sur une réalité de la startup, mais aussi sur une création de valeur à venir. Et donc, vous allez dire, oui, vous allez forcément trouver un terrain d'entente entre ce minimum qui est l'investissement qui a été réalisé jusque-là et puis la création de valeur qui va être faite. Et entre les deux, des instruments financiers, c'est pas forcément du capital, ça peut être du quasi-capital en disant, bon, bah voilà, on va venir financer ta société avec des instruments qui nous affranchissent de la valorisation de la société à l'instant T, mais qui vont nous permettre de l'appréhender bah, au moment où il y aura des métriques qui seront avérées. C'est ce que font les fonds venture. Hein. Quand vous voyez que des startups valent des centaines de millions d'euros, bah, c'est parce qu'ils ont repoussé la discussion sur la valo à plus tard. Donc voilà, donc discutez, discutez. Merci beaucoup, Com. Autre question. Alors, on vous remercie pour cette présentation, hein. Je précise quand même dans la question parce que c'est toujours C'est gentil. bien de savoir que votre présentation était très appréciée, très complète. Et on nous dit que, effectivement, vous nous avez précisé que, en général, c'est une affaire d'homme, que la personne en est effectivement convaincue. Et elle demande si vous avez des partenaires de coaching ou de communication constructive pour celui qui grandit et celui qui est acquis, pour accompagner au long cours le processus et après. Bien sûr. Alors j'avais dit que je me présenterais, mais je ne l'ai pas fait. Oui, on travaille en écosystème ouvert, bon, parce qu'on aime l'équipe, on réfléchit mieux à plusieurs. Et effectivement, dans notre écosystème, il y a l'humain, il y a l'accompagnement. Donc effectivement, on va pouvoir proposer des compétences de coaching, effectivement, à la fois au manager qui va l'intégrer, au manager qui va être intégré. Oui, oui, tout à fait. C'est un très bon réflexe. Bon, ça ne marche pas pour tout le temps, mais en tous les cas une bonne question à se poser. Et si la réponse est oui, 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 c'est un bel outil. Merci beaucoup. Comme autre question, on nous demande si vous regardez la rentabilité sur fonds propres. Alors, je mets une précision sur la question. La rentabilité sur fonds propres, oui, on la regarde dans les analyses, on l'appréhende, mais c'est souvent la conséquence de tout ce qu'on s'est dit. Hein. C'est souvent la conséquence d'un modèle économique avéré, c'est souvent la conséquence d'une position de marché incontournable, c'est souvent la conséquence d'une équipe compétente, c'est souvent la conséquence
d'une croissance, d'un financement équilibré. Donc voilà, donc oui, la rentabilité sur fonds propres, on la regarde, mais elle va venir en confirmation d'un prix ou en facteur d'assurance hein, pour l'acquéreur, mais on n'en fait pas, enfin en tous les cas, dans le secteur dans lesquels nous officions, un métrique. Merci beaucoup, Com. On fait un garde-fou. Merci infiniment pour la réponse à ces quelques questions. Je laisse la parole à Delphine pour conclure cette session J'ai absolument été très passionnante. long. Merci. J'ai été très long, mais comme Delphine le disait, je le répète, je serais inconfortable s'il restait des questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Pardon Delphine, je disais Non, ça je avant t'en ta prie. conclusion. Alors, merci encore, Com. Ton intervention était tout à fait passionnante et impactante. Alors, vous pourrez retrouver cette intervention sur notre chaîne YouTube, Delville Management. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et nous ferons un post qui annonce justement ce replay. Alors, merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne maintenant rendez-vous le 30 mai. Cette fois, nous recevrons Frédéric Midi, qui nous parlera de cash, de chiffre d'affaires, comment libérer 1 à 2 de son chiffre d'affaires en cash annuellement. Donc, nous resterons sur la finance. Merci encore, Com, et je vous invite donc à poser vos questions par mail ou par téléphone à Com, qui sera un plaisir d'y répondre. Je vous Tout à souhaite fait. à tous une très belle fin de semaine. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.